Ceci est une expérience. Attention, votre moniteur de télévision n'est pas en panne. Ceci est une expérience. Attention, votre moniteur de télévision n'est pas en panne. Attention, votre moniteur de télévision n'est pas en panne. Attention, votre moniteur de télévision n'est pas en panne. Attention, votre moniteur de télévision n'est pas en panne. Ceci est une expérience. Attention, votre moniteur de télévision n'est pas en panne. Attention, votre moniteur de télévision n'est pas en panne. Attention, attention, appropriez-vous de cet espace-temps pour vous. Allez-y. Ce que nous venons de voir est une minute de télévision réalisée par Fred Forrest il y a 4 ans pour le compte de la première chaîne de la télévision française. Fred Forrest, qui est notre invité de cet après-midi, est un artiste qui emploie les mass médias comme moyen d'expression. Alors, Fred Forrest, je me tourne vers vous. Pourquoi cette minute un petit peu agressive de télévision blanche? Est-ce que vous avez des comptes à régler avec la télévision? Eh bien, je vais essayer de m'en expliquer. Pour quelle raison? D'abord, pour la création de la situation en elle-même et son aspect ludique, pour la provocation, bien sûr, mais aussi peut-être pour la réflexion, parce que finalement, le moment est venu de s'interroger sur les moyens de communication de masse, et pas seulement ceux de la télévision française, et de savoir si le rapport qui existe entre cette télévision et les spectateurs consommateurs est un rapport équilibré. Alors, à travers ce blanc, ce que je propose, sous forme d'un jeu, c'est que justement le téléspectateur soit tout d'un coup mis en situation d'être actif. Il n'est plus un consommateur passif, mais les écrans de télévision s'arrêtent de distiller ou de déverser l'eau tiède qu'ils écoulent d'habitude. Et à ce moment-là, le téléspectateur est appelé à avoir une attitude active par rapport à la télévision. Alors il s'agit bien sûr, disons, d'une métaphore, d'une proposition qui amène les gens à réfléchir et à s'interroger sur ces moyens-là et à se demander peut-être s'il n'y a pas de nouvelles formes d'utilisation de ces moyens. Alors je crois qu'il y a toute une catégorie d'artistes aujourd'hui qui sont issus d'origines très diverses, quelquefois des arts plastiques comme c'est mon cas, qui essayent, des fois très naïvement, avec quelques essais balbutiants, d'avoir un regard nouveau, neuf et naïf et innocent pour savoir s'il n'y a peut-être pas d'autres moyens d'utiliser cet outil absolument extraordinaire. Oui, c'est un peu étonnant de voir un artiste plasticien s'intéresser au problème de la communication. Non, parce que je crois qu'à tort, on imagine que l'art dans notre société est une notion absolument isolée, refermée sur elle-même, alors qu'en fait, l'art ne se développe, ne vit que dans une relation avec l'environnement. Et on peut constater aujourd'hui que cet environnement est en perpétuelle transformation par les moyens technologiques, par la transformation quelquefois des structures sociales. Et si l'artiste vit isolé dans sa tour d'ivoire et dans son atelier sans échange réel avec cette réalité extérieure, il n'aura plus de relation avec cette réalité. Donc l'artiste doit chercher justement, à travers les moyens qui sont mis aujourd'hui à sa disposition, quel nouveau type de relation il peut initier avec ses contemporains et le monde extérieur. Qu'est-ce que vous reprochez à la télévision? Ce que je reproche à la télévision, c'est de ne pas faire assez de blanc. C'est-à-dire que de ne pas donner peut-être assez la parole aux téléspectateurs, la possibilité. Mais en fait, c'est un outil extrêmement nouveau et on sait que quand de nouvelles technologies apparaissent, dans un premier temps, on ne connaît pas très bien les modalités d'exploitation de ces technologies. Alors, l'intérêt peut-être d'expériences un peu sauvages qui peuvent paraître un peu farfelues au départ comme celle-là, c'est peut-être d'essayer pour voir ce qui arrive. Finalement, on est trop timoré, généralement. On a des habitudes, on a des routines, on a des conventions, on a des modèles. Et en particulier, à la télévision, on a beaucoup de modèles culturels qui se répètent inlassablement.
Mais à ce moment-là, on est dans des espèces de tautologie, de systèmes fermés, où il y a une espèce de circulation interne, et ce système se sclérose par rapport aux besoins extérieurs. Donc il est absolument indispensable, à mon sens, si on veut être un artiste de son temps, c'est-à-dire un éveilleur, parce que de tout temps, l'artiste, quel était son rôle? C'est un rôle de stimulation, c'est un rôle de, comment dirais-je, d'animateur. Il donne, quand il était peintre hier, il donnait à voir la réalité sous une autre forme. Après les impressionnistes, on voyait peut-être la campagne d'une façon plus riche, parce qu'ils avaient apporté à notre vision codée d'un moment une autre façon d'approcher cette nature. Alors aujourd'hui, je crois que c'est exactement le même problème qui se passe. Notre relation avec le monde extérieur doit sans cesse s'ajuster, et peut-être les artistes, ce qu'on appelle les artistes, je n'aime pas beaucoup ce mot, sont peut-être les médiateurs et les chercheurs dans ce domaine-là. Est-ce que cette minute de blanc que vous avez réalisée pour le compte de la télévision française ne pourrait pas être sentie comme une provocation un peu gratuite? C'est certain, mais je crois que ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est que par la suite, dans des émissions comme la vôtre, même s'il y a un temps de recul, vous savez que quand on change des codes, et ça dans l'histoire de l'art, on a des exemples très nombreux, dans un premier temps, la chose est rejetée, n'est pas reconnue. Dans un second temps, quand il y a un certain recul, une certaine distance, à ce moment-là, les explications, l'évolution lente des idées permettent de percevoir ce qui avait de plus sérieux du point de vue de la réflexion derrière ce qui est apparu dans un premier temps comme une provocation. Qu'on se rappelle par exemple, pour revenir au domaine de la peinture et de l'art, l'apparition des fauves qui doivent l'appellation de leur mouvement à une appellation un peu critique et péjorative, par exemple. Votre travail ne se limite pas à une mise en cause de la télévision. Vous avez par exemple aussi fait un travail de contestation ou de détournement de la presse écrite. Oui, c'est-à-dire que cette expérience de blanc à la télévision française s'inscrit sur une série d'expériences qui ont utilisé différents supports de mass média, aussi bien la télévision, la presse écrite que la radio, qui consistent brutalement et à titre de provocation, je l'admets, je fais mon mea culpa là-dessus, de créer tout d'un coup une rupture qui amène à s'interroger. Qu'est-ce qui se passe? Comme ça, à l'état brut. Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, effectivement, j'ai fait des expériences sur d'autres supports. Elles ont commencé même avec le journal Le Monde. C'est en janvier 1972, où j'ai publié une surface blanche qui avait 150 cm². Cette surface demandait, enfin, s'identifiait et apparaissait au lecteur déjà comme une provocation, en ce sens qu'elle se voulait comme une œuvre d'art. Bon, alors là, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans la discussion. Où s'arrête l'art? Qu'est-ce que l'art? Je crois que c'est un sujet aussi assez intéressant. Bon, alors cette première provocation appelait le lecteur simplement à s'arrêter visuellement sur cet espace délimité, mais à partir de cet espace délimité, j'en proposais une espèce d'espace de communication, puisque le lecteur pouvait, je sollicitais le lecteur pour qu'il s'exprime, soit par le dessin, soit par l'écriture, sur cet espace-là. Et je l'invitais à me renvoyer les réponses que je m'engageais à exposer globalement au cours d'une exposition. Sans faire bien sûr de choix sur ces réponses, moi je n'ai pas à faire un choix de valeur, mais ce qui me semblait, enfin le but de mon expérience, c'était de présenter globalement tous les résultats. Et parmi les 800 réponses que j'ai reçues, 300 des personnes m'ont donné l'adresse, leur propre adresse. Alors j'ai continué à dynamiser cette situation parce que, bon, d'une part ça avait été publié dans le journal Le Monde, mais c'était donc cette œuvre d'art un peu spéciale appartenant au XXe siècle qui n'existait plus sur un support de toile de lin pour être accroché dans la salle à manger d'une façon conventionnelle, mais qui utilisait le support journal qui a une diffusion géographique plus grande, qui est un multiple, puisque ce jour-là il y avait eu 435 000 exemplaires, donc c'était un multiple tiré à 435 000 exemplaires, qui envahissaient l'espace géographique, qui étaient véhiculés par des voitures, par le facteur, par des bateaux qui allaient à l'étranger, avec aussi, étant donné que c'était une sollicitation, un feedback et une réponse en retour, avec tout le retour de toutes ces réponses qui reconvergeaient à nouveau vers ma boîte aux lettres. Bien, alors, ensuite, dans un deuxième temps, les gens m'ont donné leur adresse, certains d'entre eux. Alors, je les ai invités, après avoir rempli une surface, à remplir un volume. Je leur ai adressé, ça c'était la seconde provocation, une correspondance, une lettre circulaire. Je leur disais, bien, je vous invite à vous rencontrer maintenant à tel endroit, tel jour, à telle heure, pour remplir de votre présence un volume.
Alors, il y a 60 de ces personnes qui sont venues et qui étaient toutes motivées, animées d'un désir très, très profond de communication. Il y a des choses qui sont étonnantes pour moi, parce qu'il y a des gens même qui se sont déplacés de province. Un garçon qui est venu de Nantes parce qu'il voulait rencontrer certaines personnes, en fait, rencontrer des personnes. Donc, manifestement, aujourd'hui, on a un très profond besoin de communication qui est sans doute frustré. Je pense que ça tient peut-être à l'organisation urbaine, à nos modes de vie, qui ne facilite pas, comme le dit Marshall McLuhan, comme hier, la communication peut-être autour de la fontaine du village, et qu'il faudrait arriver à ce village global généré par l'électronique, mais je crois qu'on n'a pas encore trouvé le fonctionnement de ce village. Et vous pensez que les masses médias actuels ne font rien dans ce sens, qu'ils empêchent la communication, qu'ils ne permettent pas la créativité du public? C'est-à-dire que les masses médias ne font pas forcément la communication. C'est une erreur de parler de communication puisqu'elle est unilatérale. D'un côté, vous avez des émetteurs qui s'épuisent à émettre d'ailleurs, et de l'autre côté, vous avez des récepteurs passifs, eux, qui sont exaspérés de ne pas envoyer leur message. Alors on dit que ce sont des moyens de communication. Non, ce n'est pas des moyens de communication parce qu'elle est unilatérale. Bon, il y a beaucoup de difficultés, évidemment, sur le plan technique, sur le plan pratique, d'essayer de réaliser une communication véritable à travers ce moyen-là. Et c'est en ce sens peut-être que des outils nouveaux comme la vidéo, qui vont peut-être permettre, à partir du moment où ils vont se généraliser, à partir du moment où économiquement et politiquement, ils seront d'un accès plus facile, ces moyens vont peut-être permettre d'individualiser l'information et mettre l'information au niveau de sous-groupes où des échanges vont pouvoir se passer. Est-ce que vous estimez qu'en ce moment, nous avons une communication véritable? De vous à moi, ou de moi et de vous par rapport aux téléspectateurs? Prenons d'abord de vous à moi. Si je dois aller au fond des choses, non. parce que finalement, il y avait une convention qui consistait à nous vouvoyer alors que nous aurions dû nous tutoyer. Alors, c'est ça. Alors là, c'est un point essentiel de la télévision. C'est très important. Finalement, à la télévision, on est obligé de fabriquer des situations d'une façon artificielle. On ne peut pas tourner le dos à la caméra. Il y a des espèces de critères de base qu'il faut absolument respecter, qui font partie des conventions, qui font partie d'une certaine esthétique, qui font partie du produit fini. Et dans ce cadre-là, évidemment, si les qualités techniques ne sont pas parfaites, si certaines conventions ne sont pas respectées, ce n'est plus de la télévision. Et il y a une espèce d'autocensure, il y a une espèce de prudence qui fait que tout ce qui est naturel, tout ce qui est spontané, tout ce qui est véritablement la vie, ne peut pas être saisi, que tout est fabriqué. Alors, en quelque sorte, je considère que encore, mais c'est en train de changer, justement par cette conversation, qu'entre vous et moi, qu'entre toi et moi, il y a une situation de communication qui devient plus intéressante maintenant, parce que plus authentique et plus réelle par rapport à notre propre vécu. Dans une certaine mesure, il serait intéressant de faire une expérience. Peut-être on est là physiquement assis l'un face en face de l'autre, mais on aurait pu, avec tous ces appareils qui sont autour de nous, ne communiquer, être dans des cellules et ne communiquer que par le truchement d'un écran de télévision. Alors il y a peut-être des choses qui ne seraient pas passées, mais peut-être on aurait découvert un nouveau type de relation. Tout ça est une interrogation. Moi, personnellement, je n'ai pas de savoir. Je suis une espèce d'expérimentateur sauvage. On fait des choses et on regarde ce qui arrive. Des fois, il ne se passe rien. Et bien, on dit, c'est rien passé. Et tout d'un coup, il y a un petit truc, on dit, tiens. Et je crois que dans tous les domaines, aussi bien les domaines scientifiques qu'artistiques, c'est comme ça que les choses changent et que peu à peu, les codes sont transformés. On arrête un peu. Et ce que tu reproches, en somme, à la télévision, c'est son caractère artificiel et arbitraire. Oui, et d'ailleurs, dans l'esprit que nous évoquions tout à l'heure, d'un rapport plus authentique, plus juste, entre les gens qui sont sur un plateau et entre ces gens-là et les téléspectateurs, on peut, par exemple, faire une expérience, c'est-à-dire, moi, je demande à la régie en ce moment, est-ce que la régie m'entend? Elle m'entend, je suppose. Bon, alors je demande à la régie, par exemple, de faire un dévoilement de ce qui se trouve derrière ce décor, c'est-à-dire donner la lumière, allumer, on va voir comment une émission de télévision se passe. Il y a un point privilégié qui est le nôtre, tout est focalisé, mais autour de ça, il y a des gens qui travaillent, qui sont là, qui prennent des images, qui s'occupent des lumières, et justement, pendant qu'on va continuer à discuter de nos problèmes et de ces expériences, les téléspectateurs auront comme ça une vue sur un studio, ce qui se passe, par exemple. Et quelle est la signification de ce dévoilement du décor? Eh bien, c'est une démystification même de la technologie, peut-être, parce que derrière la technologie, il y a toujours des hommes. Et ces hommes-là, peut-être, on va les voir maintenant aussi.
Et c'est à la fois montrer à la fois et le produit qui est en train de se fabriquer, mais comment il se fabrique, c'est-à-dire montrer l'endroit et montrer l'envers. Et souvent, toujours, ça c'est un schéma culturel, on montre toujours l'endroit. Il faut que toujours tout soit un produit terminé, parfait, esthétiquement, alors que peut-être il y a une richesse du côté de l'envers qui est supérieure à celle qu'on présente du côté de l'endroit. Tu as aussi fait dans ta pratique artistique de nombreuses expériences vidéo. Est-ce que tu penses que la vidéo peut constituer une alternative à des systèmes de communication trop massifiés? J'espère, évidemment, il faudrait que la vidéo soit véritablement à la disposition du public, que l'on puisse, que ce soit aussi généralisé qu'un appareil photo ou qu'un moniteur de télévision dans les familles. À partir de ce moment-là, on peut imaginer qu'on n'aura plus besoin de la télévision. Je te propose de passer en revue peut-être les différentes expériences vidéo que tu as faites. Oui. Tu choisis toi-même par par exemple, il y a une de ces premières expériences que j'avais faites, c'est en 1973, dans une galerie d'art à Paris, qui s'appelait la rue Guénégaud, qui était une sorte d'investigation de la rue Guénégaud. C'est-à-dire que l'intérêt là de la vidéo, et plus exactement du circuit fermé de télévision, c'était d'attirer l'attention sur la rue elle-même en donnant à voir la rue. Alors, comment ça se passait? Bon. Au départ, c'est une galerie qui m'avait invité à faire une exposition tout à fait conventionnelle. J'aurais pu accrocher des dessins, des tableaux. Et moi, j'ai proposé à cette galerie, non pas de faire une exposition, mais en quelque sorte d'exposer la rue sur les bords de laquelle se trouve cette galerie à l'intérieur de la galerie. Je donnais à voir la réalité qui était juxtaposée à la galerie. Alors, sous quelle forme ça se passait? J'avais une caméra à l'extérieur de la galerie qui prenait la rue en enfilade et en plan fixe, et je m'appropriais de cette image que je projetais à l'aide d'un appareil qui s'appelle le télémégascope sur grand écran. Mais cette image, qui était une image en direct de la rue, c'est-à-dire dans l'instantanéité de la réalité extérieure, je la donnais à voir aux visiteurs de la galerie comme une sorte de document archéologique. On aurait retrouvé, par exemple, dans des conteneurs ou sous terre, dans des milliers d'années, une espèce de truc qui s'appelle un film vidéo. Et on passait ça, et à travers ce document, on avait des renseignements sur 1973 à Paris. Autrement dit, créer une espèce de distanciation où cette image qui amenait des informations aléatoires et dans le moment, nous renseignait sur notre propre mode de vie. En quelque sorte, c'était une sociologie par tous les passants qui habitaient là et qui passaient dans cette rue, du vêtement aujourd'hui, une sociologie de la circulation. C'était extrêmement intéressant, quand on était devant cette image, de voir par exemple le flux de la circulation dans cette rue en fonction de l'horaire. Une sociologie aussi et des renseignements intéressants sur le mode d'habitat dans ce quartier de Paris en 1973. Donc, l'intérêt là du circuit fermé télévision et de la vidéo, finalement, c'est en privilégiant des choses qui peuvent paraître banales, de permettre de découvrir énormément de choses qui nous renseignent sur nous-mêmes. La vidéo devenait en quelque sorte un instrument de connaissance. Voilà, et ça je crois que là c'est exactement on touche le fond du problème. Dans les milieux artistiques, on considère souvent et à tort que c'est une sorte d'instrument qui serait devenu un pinceau sophistiqué pour faire des couleurs, des images et du cinétisme. Mais à ce moment-là, c'est une aberration parce que on reste dans le champ visuel de la représentation et de la peinture, alors que véritablement il faut trouver à la fois le langage, la spécificité, et je crois qu'elle est en dehors des concepts traditionnels de l'art. Et qu'en réalité, c'est une espèce de transfert entre le domaine de l'art, le domaine des techniques, le domaine des sciences humaines, où la vidéo, dans un point convergent, est là tout d'un coup pour faire émerger certaines connaissances, certaines choses qui sont latentes dans notre époque, qui sont absolument nécessaires de percevoir pour pouvoir s'adapter à cette époque-là. On évoque une autre expérience peut-être? Oui, alors bon, donc ça c'était l'expérience de la rue Guénégaud. J'ai fait une série d'expériences, à la vidéo, d'un aspect plus théorique, mais aussi qui sont un essai de privilégier le regard sur certains des comportements pour mieux les saisir, pour mieux les appréhender. J'ai fait une série de bandes vidéo sur les gestes dans les professions et également sur les gestes dans les rapports sociaux.
Ce sont des bandes très simples où je me suis simplement à me mettre avec une vidéo devant un coiffeur qui coupait les cheveux à son client et toute la gestuelle, toute la configuration des mouvements qui spatialement traçaient des signes autour de la tête s'inscrivait aussi dans une fonction sociale, dans un métier qui avait sa technicité mais aussi qui avait une espèce de portée symbolique. Bon, j'ai réalisé aussi, et là on peut peut-être les voir, une bande, alors je mets en marche la technologie, les appareils. J'ai réalisé une bande sur 2 photographes. Alors, ce sont 2 photographes qui travaillaient dans les rues de Montpellier et qui prenaient des photos des gens qui passaient là. Alors, ce qui m'intéressait, c'était le comportement de l'homme photographe vis-à-vis de son appareil, les rapports de l'homme et de l'appareil, mais aussi de toute la gestuelle pour arrêter la personne qu'il doit photographier. Voilà. Alors, sur mes bandes, là, il n'y a pas de son. Donc, c'est l'image qui est privilégiée. Et je crois que la plupart du temps, le fait que beaucoup de choses nous échappent dans la vie, c'est que on ne se concentre pas assez sur elles. À partir du moment où on a un certain regard, avec une certaine acuité sur les choses, elles vous révèlent toujours quelque chose sur le monde extérieur et sur vous-même. La vidéo permet ça. La vidéo permet cette focalisation et elle permet de cerner, de localiser, de limiter. Alors voilà, ce sont les gestes par exemple de mon photographe. Ce qui m'intéressait, c'est comment il arrêtait les gens, toute la signalétique, si c'était des gestes répétitifs. Donc c'est aussi une bande de recherche sur les comportements gestuels dans une profession donnée. Finalement, mais dans ce type d'expérience que je fais, je l'ai déjà dit, c'est très empirique et finalement je m'adapte à la situation. La situation est génératrice elle-même de nouvelles situations. Et c'est ça qui est intéressant avec la vidéo, c'est que finalement, il n'y a pas un synopsis, un scénario qui est préalablement écrit, préalablement arrêté, par conséquent factice. Mais il y a une certaine réalité. Et par exemple, l'opérateur vidéo doit travailler avec ses 2 yeux. C'est-à-dire que pour rendre son langage significatif, même au niveau de l'image, dans un œil, il regarde ce qu'il enregistre, mais avec l'autre œil, il faudrait que cet œil puisse tourner autour de sa tête, il doit constamment rechercher l'image ou la situation qui se prépare, sur laquelle il va aboutir, sur laquelle il va être accordé pour que son langage soit signifiant. Alors, bien, si tu veux, on va passer à une autre expérience. On va évoquer tes expériences brésiliennes. Les expériences brésiliennes, oui. Alors, les expériences brésiliennes, ce sont des expériences que j'ai faites à la suite d'une invitation à participer à la Biennale de Sao Paulo, en 1973, où j'ai réédité, où j'ai systématisé cette expérience de rupture sur les masses médias, où j'ai fait des blancs dans 10 journaux successivement, où j'ai fait des blancs sur des télévisions, et où j'ai fait une série d'actions qui faisaient émerger des matériaux, c'est-à-dire réponse à ces blancs, réponse à ces journaux, qui étaient exposés au sein de la Biennale. Mais au bout de quelques temps, je me suis senti vraiment à l'étroit dans la Biennale et enfermé, et j'ai senti le besoin d'aller trouver une communication à l'extérieur vers un public qui ne vient jamais dans les biennales. Parce qu'il y a des publics qui ne vont jamais dans les biennales, jamais dans les musées, jamais dans les galeries, qui sont pourtant des publics potentiels. Bon, mais ce public potentiel, il existe dans la rue. Et les artistes, c'est un travail très difficile. Il ne faut pas non plus tomber dans la démagogie, c'est un travail... Mais il y a sans doute peut-être une autre frange de public à atteindre pour l'artiste. Alors, j'ai été dans la rue, sous quelle forme? Bon, j'ai proposé diverses actions de créativité au public de la rue, qui consistaient à remplir des papiers, etc. Puis, je m'étais rendu compte, finalement, c'est souvent ça, c'est souvent le milieu qui peut inspirer des types d'actions. Parce que, finalement, il y a sans doute des actions qui sont spécifiques à chaque milieu dans lequel elles doivent naître et se développer. Et à Sao Paulo, qui est une ville de 8 millions d'habitants, une ville avec des voitures dans tous les sens, une publicité tapageuse, outrageuse et absolument qui envahit tous les murs d'une façon anarchique, je me suis dit qu'il serait intéressant au milieu de tous ces messages, de la constellation de tous ces messages, d'essayer justement encore de faire des ruptures, de placer des blancs. Alors ça, c'est l'idée de départ. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a une certaine situation politique au Brésil. Bon, et que, par exemple, aller dans la rue, faire des actions vers un public, chercher un public, proposer aux gens de s'exprimer librement, peut être perçu d'une façon très délicate. Alors, ça, c'était aussi de la provocation. Il y a dans les rues des hommes sandwich, type d'hommes sandwich, qui portent à bout de bras des pancartes
avec des publicités. Alors, en général, ils sont isolés, il y en a un, il y en a deux, ils sont au coin d'une rue et ils ne bougent pas. Et ce sont des offices qui sont spécialisés là-dedans, qui vous mettent à disposition une personne pour vendre votre produit. Alors, mon idée a été de me rendre dans un office comme ça, on pouvait recourir et requérir les services de ces gens-là, de prendre 10 personnes à qui j'ai donné des pancartes blanches et en leur demandant de rester groupés d'une façon très compacte, de se déplacer dans la ville avec moi selon un itinéraire que j'avais prévu, et moi-même étant avec la vidéo, parce que la vidéo, on sait aussi que c'est un moyen d'enregistrement, et par conséquent, c'est aussi un moyen qui crée l'événement, parce que où se trouve l'enregistrement, implicitement, il y a intérêt à enregistrer. Et aussi pour le public, souvent, le public ne fait pas la distinction entre la vidéo, qui est une vidéo amateur et individuelle, et les moyens de communication de masse. Bon, dans la rue, je continue ma provocation en disant aux gens, est-ce que vous considérez que cette chose-là qui se passe est de l'art ou pas? J'ai été débordé par la situation. Au bout d'environ un quart d'heure, il y avait 2000 personnes autour de moi. Je contrôlais vraiment plus rien du tout. Et au bout de, disons, de 2 heures... On en fait des choses avec la vidéo et la vidéo légère, mais je m'empresse de signaler qu'elle n'est en rien responsable de l'incident que nous venons de subir et pour lequel je vous demande toute votre indulgence. Excusez-nous. Nous allons retrouver Fred Forrest dans son exposé. Ne fait pas la distinction entre la vidéo, qui est une vidéo amateur et individuelle, et les moyens de communication de masse. Bon, dans la rue, je continue ma provocation en disant aux gens, est-ce que vous considérez que cette chose-là qui se passe est de l'art ou pas? J'ai été débordé par la situation. Au bout d'environ un quart d'heure, il y avait 2000 personnes autour de moi. Je contrôlais vraiment plus rien du tout. Et au bout de, disons, de 2 heures, la police est venue et m'a convié, enfin, d'une façon assez brutale, à me rendre au DOPS, qui est la police politique, pour m'interroger. Alors j'ai félicité immédiatement la police parce qu'effectivement, c'était la première fois, et je l'ai fait savoir à la police, que les gens de l'ordre s'intéressaient d'aussi près à l'art, et je me suis employé pendant 10 heures d'interrogatoire à expliquer que cherchait à faire l'art contemporain aujourd'hui. Tu as également invité Pierre Restany un soir à la Coupole dans le cadre de tes activités vidéo. Il faut peut-être d'abord dire que Pierre Restany est un critique d'art d'avant-garde assez connu. C'est ça, c'est indispensable pour les téléspectateurs parce que malheureusement peut-être les téléspectateurs justement n'ont pas assez d'informations sur le monde artistique. Il y a des mondes toujours cloisonnés, il faut un peu mélanger, transférer tout ça. Alors donc Restany effectivement c'est une espèce de pape de l'art pour l'art moderne. Et à Paris, il y a un endroit qui s'appelle la Coupole, qui est aussi un lieu privilégié. Tous les artistes viennent là, un petit peu pour se montrer les uns aux autres. Hein. On est en famille, et puis on se déplace là, on se montre, on existe. Voilà. Donc, cet lieu a aussi une espèce de fonction sociale. Mais ce qui m'intéressait, c'était justement ce pape de l'art, de le mettre dans son église, qui est la Coupole, parce que finalement la Coupole est un lieu culturel, parce qu'il se passe peut-être plus de choses qu'au musée d'art moderne de Paris ou au Louvre éventuellement. Mais de faire une sorte de démystification, c'est-à-dire que le pape, je ne le montrais pas dans son église en train d'officier conformément aux règles nécessaires et habituelles, mais je le montrais dans une fonction physiologique. Je montrais Restany qui mangeait. C'est-à-dire que là, il y avait une démystification du critique, le critique qui sait tout, qui comprend tout, qui est un amateur, qui peut percevoir l'art, alors que le grand public ne peut pas le percevoir peut-être. Et tout d'un coup, eh bien, je le présente en tant que critique, mais il ne parlait pas d'art, il mangeait. Alors, sous quelle forme? Ça s'est réalisé, enfin, en utilisant justement l'électronique. Dans un premier temps, j'ai fait venir Restany chez moi, et je l'ai enregistré pendant un repas entier, en plan fixe, cadrant sur son visage, effectuant ce repas. Puis je suis allé à la Coupole et pour un jour déterminé, j'ai retenu une table et au jour donné, j'ai installé sur la banquette derrière cette table un appareil de télévision. Entre-temps, j'ai fait des invitations et j'invitais le public culturel habituel, c'est-à-dire comme les gens reçoivent des invitations des musées et des galeries, ils ont reçu une invitation qu'ils invitaient à venir voir Restany manger à la Coupole. Et effectivement,
à telle heure, entre telle heure et telle heure. Et effectivement, j'avais donc installé un appareil de télévision et derrière la table de Restani, en fait, il y avait sa représentation électronique sous forme de son image qui avait été préenregistrée. Tu as cette bande, je crois que... Cette bande est là et on peut la voir. Il faut que je la retrouve parmi les bandes qui sont là. Alors, les images sont très mauvaises, mais alors ça, c'est un problème de la vidéo aussi, hein, et c'est un problème technique. C'est-à-dire que la finalité de la vidéo, c'est peut-être pas de faire des produits parfaits techniquement. C'est peut-être de saisir... Alors voilà, ce personnage-là, c'est Restani. Et... oui, là, c'est vraiment... Alors là le maître d'hôtel est juste devant l'écran de télévision. Voilà, et ça c'est Restani, l'image de Restani devant sa table en tant que convive électronique. Mais ça avait un peu l'air de se passer dans l'indifférence quand même. Ça dépend des moments où ça... dans un premier temps, il y a eu un afflux de personnes qui a bloqué toute enfin, même le passage. Et puis ça, c'est un moment qui a été pris où il y avait beaucoup moins de monde. Tu as aussi fait venir Madame Soleil. Oui, alors ça, c'est un autre type d'expérience. Ça s'est passé au musée Galliera l'année dernière. Et là aussi, j'avais la possibilité d'occuper l'espace par une exposition. Alors, cette exposition, en fait, ça a été l'exposition de Madame Soleil. J'ai exposé Madame Soleil. J'ai exposé Madame Soleil. Bon, pourquoi Madame Soleil et comment Madame Soleil peut-elle être exposée? Bon, ça aussi, il y a le côté de provocation, mais il y a aussi le côté de réflexion sur les structures de notre époque, sur la, comment dirais-je, sur la circulation de l'information et sur la fabrication des mythes. Madame Soleil, c'est aujourd'hui un mythe. Et ce mythe, comment il a été imposé? Il a été imposé justement par les moyens de communication de masse. C'est ces différentes interventions à la radio et à la télévision qui lui ont donné cette dimension qu'elle est véritablement actuellement beaucoup plus connue que le président de la République. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant, même dans le jargon des politiciens ou des hommes, de voir les références souvent à Madame Soleil en disant « Ah, je ne sais pas, je ne suis pas Madame Soleil ». Bon, donc elle est véritablement devenue un mythe. Et ce qui m'intéressait, c'était ce mythe en tant que lui-même, qui a été généré par les moyens de communication de masse, donc par des moyens quand même qui touchent un grand public, qui ne sont pas la culture, qui est la culture populaire, qui ne sont pas la culture élitaire, c'est de prendre ce mythe, de le considérer en tant qu'objet et de le transférer dans le musée, dans l'espace clos justement de la culture élitaire. Par là même, d'en proposer une autre lecture. Alors, ce qui se passait sur le plan pratique, c'est que Madame Soleil est un personnage très populaire. Donc, elle drainait dans le musée un autre type de public que le public culturel habituel. Pourquoi? Parce que les moyens de communication de masse, les stations périphériques en particulier, où Madame Soleil fait des émissions, annonçaient sur l'antenne qu'on pouvait aussi aller rencontrer Madame Soleil au musée Galliera. Donc, dans cette espèce de jeu, il y avait une remise en cause du musée, justement, parce que, avec cette interrogation, est-ce que Madame Soleil ou non peut être une œuvre d'art? D'autre part, il y avait afflux vers le musée d'un autre type de public. Et enfin, il y avait aussi une réflexion plus, comment dirais-je, plus fine sur le phénomène, parce qu'il y avait toute une documentation sous forme de très grands panneaux qui abordait ce problème, par exemple, du développement de l'astrologie de nos jours, à travers des statistiques, à travers des sondages, qui analysaient même le phénomène de Madame Soleil en tant que telle. Madame Soleil, il y avait son profil, son analyse en tant que personnage social qui était faite, où elle est née, que faisaient ses parents, quelles ont été ses études. Ensuite, l'image de Madame Soleil véhiculée à travers les masses médias, la presse écrite notamment, c'est-à-dire il y avait une série de pages agrandies de journaux qui montraient cette image du mythe qui se renforçait lui-même, parce que les moyens de communication de masse créent aussi des mythes et renforcent les mythes. Enfin, ce qui était intéressant et ce qui m'a surpris, c'est que finalement, quel que soit les publics qui venaient, et qui étaient très hétérogènes, puisqu'il y avait où le public qui venait pour une action un peu sophistiquée de Fred Forest, et un autre public qui venait, qui s'affichait pas mal de Fred Forest parce que c'était une occasion unique d'approcher Madame Soleil, et bien finalement, ces publics-là se comportaient devant Madame Soleil de la même façon. C'est une vierge, maniaque pour vos affaires, le goût de la perfection. Une certaine susceptibilité, beaucoup de prudence, un esprit critique et un certain sentiment d'observation très aigu que la diplomatie vous impose de garder pour vous.
Est-ce que vous êtes comme ça? Oui, 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 oui. Un œil comme mieux que l'autre, hein, faites attention. Vous avez la vue plus forte d'un côté. C'est fréquent chez les gens de la Vierge, qui sont des gens prudents. Alors, qui veut... Ah, à vous, alors? Quelle date? 16 octobre. 16 octobre, une balance. Je te propose pour conclure d'évoquer encore deux expériences. La première serait la famille vidéo de Cologne et l'autre le bombardement de Venise. Oui. Alors, la famille vidéo de Cologne, bon, ça s'est passé en juin dernier, c'est encore tout récent. Et c'est une idée qui m'est venue en visitant l'appartement en location d'une amie et qui habite à Cologne. Bon, c'était un appartement très grand qu'elle cherchait à louer, de 6 pièces. Et quand je l'ai traversé, cet appartement, tout d'un coup, j'ai évoqué, il y avait la présence des locataires précédents. Et j'ai pensé que cette présence pouvait être mémorisée par la technologie, par l'électronique. Et puis de là, j'ai pensé que finalement, chacun des personnages qui avaient vécu dans cette famille pouvait être concrétisé, personnifié par un appareil de télévision, et que d'une façon un peu artificielle, sous une forme ludique et de jeu, on pouvait reconstituer une sorte de famille qui serait la famille technologique et que j'ai baptisée la famille vidéo. Ça, c'était une première chose. Mais là aussi, en créant, donc, puisque c'était dans un appartement et pas un lieu culturel institutionnel, je créais mon propre circuit de création et de diffusion. Mais c'était intéressant pour moi de toucher un public aussi. Comment faire? Alors, il s'agissait, j'ai eu l'idée de connecter cette expérience à l'immobilier. C'est-à-dire que cet appartement était effectivement à louer. Donc, j'ai passé dans la presse de Cologne, la presse quotidienne, les plus grands journaux, des annonces sous la forme suivante: appartement à louer à tel endroit, occupé actuellement par la famille vidéo. La famille vidéo est prête à vous recevoir. Elle vous donnera tous les renseignements sur la meilleure utilisation de cet espace-là. Et donc, j'avais un public différent. Alors, il y avait un côté provocation aussi dans l'annonce, parce qu'on disait que finalement, c'est une expression allemande qui dit qu'on peut, quand quelque chose est d'accès facile, n'est pas cher, on l'a pour le prix d'un œuf et d'une pomme. Bon, alors, ça parut dans... Et à ce moment-là, ce que j'ai fait, les gens écrivaient pour avoir des renseignements complémentaires, et j'ai invité aussi bien le public culturel sous forme de prospectus que ce public intéressé, lui, spécifiquement pour la location d'un appartement, entre les mêmes heures, c'est-à-dire le 25 juin, je crois que c'était, entre 18h et 20h. Alors, dans chaque pièce de mon appartement, j'avais le père, la mère, etc. Et chacune de ces pièces était utilisée dans sa fonction. Par exemple, le salon, eh bien, puisqu'on était entre 18h et 20h, c'était la famille qui était réunie autour de l'appareil de télévision. C'est-à-dire que l'appareil de télévision est devenu un personnage de la famille. Et il occupe la place peut-être de l'ancêtre d'hier, qui est là, qui raconte les histoires, et la famille se regroupe comme ça dans la chaleur autour pour écouter ces histoires-là. Bon, ben aujourd'hui, c'est la télévision qui joue ce rôle-là. Alors dans le salon, c'était 20h, donc on regardait la télévision. C'était la chambre des parents à 23h. C'était un dialogue entre deux moniteurs de télévision, l'un qui représentait le père, l'autre la mère, sur tous les problèmes quotidiens de la vie. La chambre du bébé, c'était une vidéo qui pleurait continuellement. Alors moi, je recevais les gens avec mon portable et je les invitais à visiter l'appartement. Alors, ce qui apparaissait dans cette expérience, c'est que finalement, les gens présents utilisaient cet espace aussi comme un espace de communication. Après avoir fait la petite visite guidée que je leur proposais, ils commençaient à discuter entre eux. C'est-à-dire que les gens qui venaient pour rechercher un appartement échangeaient des informations. Vous avez vu tel appartement qui se trouve à tel endroit, mais attention, il y a des canalisations au-dessus, etc. Donc ça devenait un espace de communication. Bon, les gens qui venaient pour l'action spécifiquement d'art parlaient entre initiés entre eux, mais quelquefois, par mon intervention, on arrivait à avoir des contacts. Donc, une action comme celle-là, en bouleversant les circuits habituels, en cherchant d'autres types de circuits, en faisant une sorte de provocation par la technologie, finalement bouleverse les données et peuvent peut-être quelquefois, à une échelle modeste, constituer une sorte de dynamisation sociale de milieux bien localisés. Il y avait encore l'action à Venise. Oui, alors l'action à Venise, bon, ça c'est une action que je ne faisais pas seul, mais je fais partie d'un groupe qui s'est fondé, qui s'appelle le Collectif d'Art Sociologique. On a eu d'ailleurs l'occasion de se manifester en Belgique, à Anvers, il y a 2 ans de ça. Donc le Collectif d'Art Sociologique a été invité cette année pour représenter la France à la Biennale de Venise.
Alors, le projet consistait à faire des projections géantes de slides, de photos, de diapositives sur les murs de Venise. C'est-à-dire que, toujours dans notre préoccupation, qui est la préoccupation commune avec les artistes du collectif, qui sont Hervé Fischer et Jean-Paul Thénault, il y avait une tentative de ne pas nous laisser enfermer dans le lieu culturel élitaire de la Biennale, mais de chercher à avoir une relation, un rapport avec un autre public. Bon, alors là, on était sur la place Saint-Marc et on diffusait ces images qu'on balançait, ça s'appelait le bombardement de Venise avec des diapositives, et on juxtaposait donc cette réalité de Venise artificielle aussi, qui est la réalité historique de l'architecture, idéologique, et qui sont des informations qui sont inscrites, elles, dans la pierre. Nous, on allait prendre des informations prises dans la réalité du vécu et qu'on balançait. C'est-à-dire qu'on montrait aussi, là encore, l'envers du décor. C'est-à-dire que Venise aussi, c'est la banlieue industrielle où des gens travaillent dans les usines, etc. C'est pas simplement cette image très artificielle qu'en offre le tourisme. Et à la limite même de cette situation tout à fait artificielle de Venise, on peut se poser la question, est-ce que Venise, justement, qui essaye de s'enfermer comme ça dans son passé, qui déjà, on le voit, s'enfonce dans les eaux, va pouvoir résister à cette pression de notre époque, avec les images qui viennent, les images des journaux, les moyens justement de communication qui se développent et qui l'agressent, qui vont l'attaquer. Et c'était cette interrogation, cette question qu'on posait, dans une tentative de participation avec les habitants de Venise, ou sous forme de campagnes successives d'affiches et d'interrogations, c'était eux-mêmes qui répondaient à cette question pour essayer d'appréhender, pour que nous essayons d'appréhender et de rendre public comment eux-mêmes ressentaient cette situation. Est-ce que pour terminer notre conversation, tu pourrais peut-être proposer une action de participation à nos téléspectateurs? Oui, je vais bien essayer, cela va peut-être illustrer notre propos. Directement, puisque en réalité je disais que le public peut-être avait une certaine méconnaissance de l'envers du décor de la télévision, méconnaissance peut-être des moyens réels et technologiques de la télévision. Beaucoup des téléspectateurs ne savent pas qu'aujourd'hui on peut les prendre directement en photo à partir de notre studio de télévision. Alors on peut essayer avec eux de faire cette expérience. C'est très facile. Bon, d'abord il faut que je prenne mon appareil photo. Et puis alors, bien sûr, vous, chez vous, maintenant, il faut que vous installiez par rapport à votre poste en situation. Voilà, vous prenez une chaise, par exemple, vous pouvez rester debout. Alors, mettez-vous, voilà, c'est ça, légèrement sur la droite. Attendez, là, vous mettez un peu de profil, vous arrangez un peu vos cheveux. Voilà, ne bougez pas. Attention, nous allons prendre la photo, hein, ne bougez pas. Je vous demande 1 minute de patience. Alors, ne bougez surtout pas. Hein, il suffit de bien cadrer. Ça demande simplement un peu plus d'attention sur le plan technique. Vous êtes prêts? J'y vais. Voilà, c'est fait. Alors maintenant, ce qui est encore plus fantastique, c'est que vous allez pouvoir tous recevoir votre photo. C'est très simple. Vous allez écrire à la RTB Liège, émission vidéographie, Palais des Congrès, 4000 Liège. Je dis bien RTB Liège, émission vidéographique, Palais des Congrès, 4000 Liège.